Je suis moi. Pas un personnage principal, juste un type anonyme en arrière-plan. Je bosse dans un bureau qui n'impressionnerait personne à une soirée, mais ça empêche mon compte en banque de sombrer. Je vis dans un 2 pièces trop cher, mais au moins le quartier ne semble pas hostile la nuit. Depuis quelques années, j'y vivais avec ma copine Aïcha. Au début, tout allait bien. Elle était intelligente, drôle, passionnée par ses convictions. J'aimais ça. Elle semblait avoir un sens fort de la justice et de ce qui était juste ou non dans le monde. Mais cette passion a fini par se retourner contre moi. Chaque jour devenait une leçon, une critique de mon comportement que je n'avais pas demandé. Tout a commencé par des détails insignifiants. La façon dont je chargeais le lave-vaisselle, par exemple, j'avais ma méthode, elle avait la sienne. Mon système était interprété comme une tentative inconsciente de la forcer à faire des tâches domestiques simplement parce que je ne rangeais pas les assiettes de la manière idéale. Je voulais juste que la vaisselle soit propre, mais il fallait toujours en faire une discussion sur le travail invisible et la charge mentale. Je me souviens d'une soirée avec mes anciens amis de fac, Peter et Koa. On discutait, on rigolait. Quand ils sont partis, Aïcha m'a assis et m'a expliqué que le mot « les gars » était problématique et excluant. J'étais confus. C'était juste une expression. Personne ne se sentait exclu, mais elle insistait. C'était une micro-agression, renforçant un système patriarcal. Après ça, mes amis venaient moins souvent. Quand je sortais, je revenais avec le froid de son regard. Ce n'était pas de la jalousie classique, juste un rappel silencieux de ma place. Elle ne criait jamais. Toujours ce ton calme et condescendant d'une prof déçue par un élève lent, c'était épuisant. Je faisais des maquettes, des bateaux et des avions depuis l'enfance. Une forme de méditation, demandant patience et précision. Au début, elle trouvait ça intéressant. Puis, elle a commencé à appeler ma collection des machines de guerre, à citer des articles sur la glorification du conflit, jusqu'à ce que ses amis viennent se moquer. Le coin de la masculinité toxique de Jimmy. La détente avait disparu. J'étais gêné. Un week-end, alors qu'elle était sortie, j'ai rangé toutes mes maquettes dans une grosse boîte au fond du placard. À son retour, elle a juste dit « Ah, ça fait tellement plus propre et adulte ici. » Elle ne m'a pas demandé où elles étaient. Elle avait gagné. Ma console de jeu a suivi. Je ne jouais que quelques heures le week-end avec Koa. Pour elle, c'était un symbole d'évasion masculine, d'incapacité à affronter la réalité. Peu importait que je paye mon loyer, fasse les courses ou sorte les poubelles. 1 heure de jeu signifiait régression et irresponsabilité. La console a fini au même placard que les maquettes. L'appartement est devenu moins mon chez-moi et plus son espace soigneusement orchestré. Ses livres sur la table basse, son art au mur, ses coussins sur le canapé, mes affaires dans le placard. Même ma posture devenait un problème. Puis, il y a quelques mois, tout a basculé. Je rentre du travail, le dos en compote, je m'assois sur le canapé pour me détendre. Aïcha entre, main sur les hanches, ce regard. Je m'apprête à te démontrer tes défauts. Elle m'accuse de manspreading sur un canapé pour deux, mes jambes écartées. Ma réponse que j'étais juste confortable était erronée. Le symbole était plus important que le confort. La conversation a dégénéré. Comment je m'assois, comment je l'écoute, comment je suis résistant à la croissance personnelle. Elle me reprochait d'incarner la masculinité toxique qu'elle combattait. Fatigué, je l'écoute sortir son atout ultime. Elle a besoin d'un partenaire sur le même chemin qu'elle. Mon incapacité à changer la freine intellectuellement et émotionnellement. Et la phrase finale. Je pars 15 jours chez une amie. Tu as besoin de réfléchir à ton comportement et à ce que tu risques de perdre. Elle attendait des supplications, des excuses. Mais quelque chose en moi s'est brisé ou réparé. J'ai imaginé 15 jours de silence et de paix. Je n'ai rien dit, juste d'accord. Son expression fière s'est transformée en confusion. Je lui ai proposé de l'aider à préparer ses affaires. Elle était abasourdie. Je suis resté immobile, un objet silencieux.
Je l'ai aidée à transporter sa valise. Elle me regardait chercher une réaction. Je n'ai rien donné. Quand elle est sortie, la porte a cliqué. Silence. Profond, magnifique, absolu. Je me suis assis sur le canapé, jambes écartées, savourant ce calme pour la première fois depuis longtemps. Le premier jour fut étrange. J'ai senti l'angoisse habituelle, mais elle a disparu quand je me suis rappelé qu'elle n'était pas là. J'ai fait du café, laissé tomber la cuillère, éclaboussé un peu, j'ai souri, l'appartement semblait immense et mien à nouveau. J'ai envoyé un texto. « Tu es bien arrivé chez ton ami ?» Réponse. « Oui. » Pas de chaleur, pas de questions. Elle croyait punir. En réalité, elle m'avait offert un cadeau. Cette nuit-là, j'ai appelé Peter, raconté l'histoire, l'ultimatum de 15 jours, ma réaction, long silence, puis un fou rire. « Mec, tu l'as fait. » J'ai souri. Il a dit que lui et Koa viendraient le lendemain pour une décontamination. Le lendemain, j'ai récupéré ma boîte de modèles. J'ai redéployé mes maquettes, remis la console en route. L'appartement redevenait le mien. Peter et Koa sont arrivés, pizza et boissons à la main. La soirée fut un chaos joyeux, pizza sur le sol, jeu jusqu'à 2h du matin. On a ri, hurlé, joué, parfait. On ne parlait pas d'Aïcha. Son absence était une célébration. Après leur départ, j'ai observé le désordre et souri. Débris d'un bon moment, signe de vie. J'ai laissé tel quel. J'ai dormi profondément, sans anxiété ni critique. Les jours suivants étaient calmes, une routine simple. J'ai réalisé combien mon couple me pompait d'énergie mentale, même au travail. Un déjeuner avec un collègue? Pas de calcul, juste agréable. Ma vie était enfin mienne. Quelques jours plus tard, Aïcha a envoyé un article. 10 façons dont les hommes invalident émotionnellement leurs partenaires. Ancien moi aurait analysé, nouveau moi a supprimé. Pas de colère, juste lassitude. Son silence ou ses accusations ne m'atteignaient plus. Je me suis attaqué à notre deuxième chambre, transformée en débarras. J'ai trié ses affaires, acheté un bureau et une chaise, créé un petit espace de travail fonctionnel, un bout de l'appartement qui était à moi. Son silence devenait assourdissant. Elle perdait le contrôle. Autour du 9e ou 10e jour, son ton a changé. Ses messages étaient paniqués, accusant mon silence d'abus émotionnel. Elle était la victime de son propre jeu. J'ai compris que j'avais passé des années à me plier à ses règles mouvantes. Il n'y avait aucune version de moi qui lui convienne. Mon refus de jouer brisait son système. J'ai noté 2 colonnes. Sentiments durant la relation, vs. sentiments depuis 12 jours. Anxieux, jugé, vidé, petit, calme, productif, libre, heureux. Conclusion simple, ma vie est meilleure sans elle. La décision a été prise rationnellement. Pas de colère, pas de revanche, juste la fin de l'expérience. 2 jours avant son retour, le 13 jour, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un texto, mais un vrai appel. Son nom à l'écran. Je savais que ce serait le dernier round avant le vrai face à face. J'ai pris une grande inspiration et décroché. Allô. Sa voix était complètement différente. Plus de ton condescendant, plus d'agressivité passive. Juste une douceur que je n'avais pas entendue depuis nos débuts. Elle a commencé par dire qu'elle me manquait. J'ai juste répondu « d'accord ». Elle a insisté, parlant de la sottise de l'expérience, qu'elle avait assez duré et prouvé son point. Je suis resté silencieux. Puis, elle a proposé de rentrer immédiatement, si je voulais, comme si elle me faisait une faveur, une grâce, pour mon bon comportement. Je l'ai laissé finir et j'ai répondu calmement. Nous avions convenu de 15 jours. Silence de son côté. Quoi ? Enfin, sa voix a craqué, sucrée mais troublée. Tu as dit que tu avais besoin de 15 jours. Ai-je répété. C'est dimanche. Aujourd'hui, vendredi. On se voit dimanche. J'utilisais ses propres règles contre elle, imposant les limites qu'elle avait établies. Elle était déconcertée. Son plan ne prévoyait pas ça. Elle a commencé à reculer,
disant que c'était juste un nombre, que l'important était que nous ayons tous les deux appris quelque chose. J'ai répondu que j'apprenais encore et que j'avais besoin des 15 jours complets, comme elle l'avait dit. J'entendais sa panique monter. Puis, le dernier jour est arrivé. Elle avait texté qu'elle serait là vers midi, ton neutre, incertain. À bientôt. Je n'ai pas répondu. J'ai passé la matinée à nettoyer calmement, méthodiquement, sans stress. À 5 minutes de midi, j'ai pris sa clé sur le trousseau de secours, l'ai posée sur la boîte étiquetée livre dans l'entrée et me suis assis sur le canapé à attendre. À 12h03, le bruit de la clé dans la serrure. La porte s'ouvre. Aïcha entre, sourire forcé. Elle s'était sans doute préparée à un discours d'excuses. Le sourire disparaît instantanément en voyant les boîtes. Elle reste figée, sac à main tombant de l'épaule, les yeux passant des boîtes à ma figure, mélange de choc et d'horreur naissante. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » murmure-t-elle. Je me lève, sans avancer vers elle. « Ce sont tes affaires. Je les ai emballées pour toi. » Son cerveau semble incapable de traiter les mots. « Qu'est-ce que tu veux dire, emballé pour moi ?» Sa voix s'élève légèrement. « C'est une blague, pas une blague, dis-je. »« C'est fini, Aïcha. » Pour un instant, elle semble une enfant effrayée. Puis la colère prend le dessus. « Tu romps avec moi ? Je suis celle qui est partie. Je t'ai donné une chance de te corriger. »« Tu l'as fait, » réponds-je calmement. « Et tu avais raison sur une chose. Tu as dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, et je l'ai pris. J'ai beaucoup réfléchi. Je fais un geste autour de l'appartement vidé. Ces 15 jours ont été les plus calmes et heureux que j'ai connus depuis des années. Je ne l'accuse pas. Je constate, nous ne voulons pas la même chose. Surtout, la personne que tu veux que je sois est quelqu'un que je n'ai aucune envie d'être. Elle explose, me traite de lâche, dit que j'ai peur d'une femme forte, que je ne supporte pas les défis. Elle accuse de gâcher tout ce que nous avions construit. L'ancien moi aurait riposté. Le nouveau reste silencieux, impassible. Ses mots rebondissent sur moi comme sur de la pierre. Quand elle prend une pause, je continue. Qu'avons-nous construit, Aïcha ? Un appartement où je cache mes hobbies. Une relation où ma posture sur un canapé devient un acte politique. Je n'étais pas ton partenaire. J'étais ton projet. Et j'ai fini. Voyant que la colère ne fonctionne pas, elle change de tactique. Les larmes. Elle me dit qu'elle m'aime, qu'elle n'était dure que parce qu'elle voyait mon potentiel, qu'elle pourrait changer, être moins critique. Bonne performance. Je l'aurais cru il y a 2 semaines, mais j'ai le papier dans mon tiroir. Les 2 colonnes, anxieux contre calme, vidé contre heureux. Revenir est impossible. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Je lui annonce que j'ai appelé un taxi pour elle, qui arrivera dans 10 minutes. Je propose d'aider à descendre les boîtes. Cette aide concrète la met en furie. Elle hurle. Dernière salve de cris et accusations. Je reste calme, immobile. Finalement, vaincue, elle prend son sac, sa clé, sans me regarder. Tu es devenu tout ce que tu es censé détester. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Elle sort, la porte se ferme doucement derrière elle. Je reste un instant dans l'entrée, savourant le silence. Puis je ferme le verrou et pose mon front contre la porte. Une respiration profonde, que j'avais retenue pendant 2 ans. C'est fini, vraiment fini. Je retourne dans le salon vide, calme, paisible. Je prends mon téléphone, ouvre la conversation avec Peter et Koa. Opération Liberté lancée. L'aigle a quitté le nid. Les pizzas sont pour moi ce soir. Après son départ, l'appartement était enfin à moi. Les boîtes empilées dans l'entrée, le salon vide, chaque objet à sa place, rien qui rappelle sa présence. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Je me suis installé sur le canapé, les jambes écartées, savourant le silence. Les jours suivants étaient une réappropriation totale de ma vie. J'ai déballé mes maquettes, les ai replacées sur l'étagère, nettoyé le bureau, rebranché la console. Chaque objet redevenu accessible était une victoire, un rappel que je reprenais mon espace physique et mental. L'appartement reprenait son rôle, mon refuge, pas son exposition personnelle. Peter et Koa sont venus. On a mangé des pizzas directement dans les boîtes, joué aux jeux vidéo, crié devant l'écran, rigolé comme des gamins jusqu'à 2h du matin. Aucun filtre, aucune retenue. C'était bruyant, un peu chaotique, mais parfait.
Pas un mot sur Aïcha. Sa présence absente était célébrée par notre liberté retrouvée. Voir mes amis apprécier mes hobbies, ma console, ma maison telle qu'elle est réellement, m'a redonné de la confiance et de la joie. Le lendemain, j'ai laissé le désordre tel quel. Miettes sur le tapis, boîte vide, canette vide. Avant, cela aurait déclenché l'angoisse la plus totale, une frénésie pour tout nettoyer avant qu'Aïcha ne voie quoi que ce soit. Cette fois, j'ai souri. C'était le signe d'une vie vécue pour moi, pas pour elle. Au fil des jours, j'ai retrouvé mes routines, mon rythme, ma clarté mentale. Même au travail, je n'avais plus à anticiper ses critiques ou à préparer mentalement les confrontations du soir. Quand un collègue m'a proposé un déjeuner, j'ai dit oui, simplement, sans arrière-pensée. Déjeuner normal, conversation normale. Une révélation. Je pouvais exister librement, sans me plier à des règles invisibles dictées par elle. Quelques jours plus tard, Aïcha a envoyé un lien vers un article accusateur sur la manière dont les hommes invalident émotionnellement leurs partenaires. Ancien moi aurait étudié chaque point, préparé une défense. Nouveau moi, suppression directe, ni colère, ni envie de répondre. Son message était une tentative pathétique de me faire réagir, mais j'étais insensible. Chaque message qu'elle envoyait ces derniers jours ne faisait que confirmer ma libération. Son silence, ses accusations de silence abusif, tout était inversé. Je n'avais plus besoin de jouer son jeu. J'avais repris le contrôle. Sa panique, sa perte de contrôle étaient visibles dans ses messages. Je continuais à reconstruire mon espace mental et physique, calmement, méthodiquement. Je me suis même approprié notre deuxième chambre, transformée en bureau fonctionnel, un espace dédié à mes besoins et à mes projets. Chaque objet rangé, chaque meuble assemblé, chaque détail ajusté me rappelait que j'étais maître de mon environnement et de ma vie. À la fin de ces 15 jours, tout était clair. Mes hobbies, mes amis, mon espace, ma routine, mon esprit étaient intacts. Les colonnes sur mon papier anxieux vs calme, vidé vs heureux confirmaient ce que je savais. Ma vie était meilleure sans elle et le choix de ne pas revenir était irréversible. Quand elle est revenue, tout avait changé. Le silence, les boîtes, l'appartement réorganisé, tout démontrait que j'étais enfin autonome, que je ne dépendais plus de sa validation ou de son contrôle. Aïcha n'avait plus de levier, plus de pouvoir. Je n'étais plus son projet, j'étais moi. Et là, dans mon salon vide et paisible, j'ai senti pour la première fois en 2 ans cette satisfaction profonde. Je respirais, j'existais pleinement pour moi-même, sans concession, sans compromis. J'avais reconquis ma vie, mon espace et mon esprit. L'expérience était terminée, définitivement. L'opération Liberté avait réussi,